Maintenant, l'heure avance et donc je vais demander à Norbert Infra de faire quelques conclusions, si vous voulez bien. Merci. Moi je voudrais d'abord joindre mes félicitations aux vôtres. C'était tout à fait passionnant sur un champ que nous connaissons moins bien que d'autres, probablement, parce que nous avons été nourris à la radiothérapie de grand-papa, qui ne voulait pas bouger. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais quand je suis arrivé à la présidence de l'INCA, il y a maintenant 9 ans, je me souviens que j'avais été sollicité par Philippe Giraud, le radiothérapeute de l'HEGP, qui me disait « Il faut que tu m'aides à développer de la recherche en radiobiologie ». Et on avait fait un appel d'offres en fait dédié. C'est-à-dire qu'on on avait dit « On va vous donner une somme assez importante, récurrente. Charge à vous de vous mettre tous ensemble et de nous faire des projets qui, pour une fois, ne nous fassent pas du cloche-merle, parce que la France est un de ces beaux pays dans lesquels il était plus facile d'avoir 300 malades dans un essai de leucémie aiguë lymphoblastique de l'adulte, maladie rarissime, que dans le cancer du sein, parce que tout simplement, chacun était totalement persuadé qu'il était tellement meilleur que les autres qu'il allait trouver la solution à lui tout seul. Dans le champ disciplinaire que je connais le moins mal, qui est celui de l'hématologie, comme les maladies étaient rares, et comme on avait compris et appris assez vite qu'à travailler ensemble, on pouvait non seulement travailler mieux, mais aussi prendre du plaisir et créer des amitiés, on a réussi à faire des essais à 250, 300 malades, alors qu'il y a 200 malades par an, quoi. Et donc j'avais imposé ça, et je ne sais pas s'il y a un lien, parce que ça fait maintenant 9 ans qu'on les soutient de façon très significative. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, à vous entendre, c'est que on a bien fait d'explorer ce champ. Après, je dois dire que on voit l'importance que les radiothérapeutes accordent à la protonthérapie, à l'hadrothérapie, en tout cas dans le champ de la recherche, peut-être demain dans le champ du soin, et également à ces radiothérapies par mini-faisceau, dont probablement la très grande partie d'entre vous n'avait jamais entendu parler, et dont moi j'avais vu le titre, mais sans véritablement, en tout cas pas d'une manière aussi fine, compris l'intérêt. Alors maintenant, si on voulait très très brièvement à chercher un point commun, on voit qu'en fait le traitement du cancer d'autrefois, qui consistait à dire je détruis tout et Dieu reconnaîtra les siens, est en train de laisser la place à quelque chose d'infiniment plus sophistiqué, dans lequel on utilise des traitements qui sont cytoréducteurs ou cytomodulateurs pour permettre, en fait, ou inciter le système immunitaire à reprendre le dessus. On le voit, on le voit très bien. Et ça amène évidemment à s'interroger sur les limites financières plus que techniques de ce qu'on peut faire. Parce que là, on a vu une explosion d'outils incroyablement efficaces, incroyablement sophistiqués, mais aussi incroyablement coûteux. Pour la petite histoire, toujours en 2016, à Nicolas Revel, qui était à l'époque le président de la CNAM, j'étais allé lui dire « Il faut absolument que tu m'aides à installer
une zone de production en France de Carté, parce que à 300 000 euros l'unité, et avec le fait que la France paye un peu moins cher ses médicaments que les autres pour des raisons organisationnelles, etc. Mais du coup, ça peut être infiniment moins incitatif lorsqu'il y a un goulot d'étranglement. Or là, on est dans de la production individuelle. Je lui ai dit, il faut absolument que tu m'aides à faire ça. Et il m'a dit, mais je ne sais pas le faire au sens belge. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'utiliser de l'argent de la CNAM pour faire un essai clinique. Et ça, on voit bien les limites du système français, parce que, vous voyez, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui en est évidemment convaincue, n'a pas le droit de payer un essai de désescalade. Et c'est intéressant quand même, hein. Et on a dit à un moment avec vous le rationnel extraordinairement brillant de ces ampoules à 375 mg de rituximab. Et j'ai mis quelques années à l'époque dans une fonction antérieure à obtenir de la DGOS la possibilité de mettre dans le programme hospitalier de recherche clinique des essais de désescalade. Simplement, bon, vous savez que là, pour le coup, même s'il est bien doté, même si ça a été une révolution pour ceux d'entre nous qui l'ont vu apparaître, grâce en soi encore rendue à Félix Reyes, le programme hospitalier de recherche clinique, 27 millions, si vous voulez, pour toute la cancérologie, 300 millions pour toute la médecine. Ça, c'est très bien, mais c'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux, quoi. C'est tellement mieux que rien. Mais enfin, c'est quand même pas tout à fait à la hauteur des enjeux dans ces discussions-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? On a vu l'histoire du dépistage ou de la prévention personnalisée. C'est évident que ça va venir en complément du dépistage grand public. En sachant que, vous savez, la France est à la fois le pays de Descartes et aussi le pays des pattes de lapin dans les unités stériles, sous le matelas. Ce qui explique qu'on ait ces taux qui sont quand même un peu problématiques, même si, là aussi, d'accès au dépistage, même si, là aussi, on a un art consommé pour se tirer une balle dans le pied, puisque la France est le seul pays du monde, là pour le coup, qui ne compte que le dépistage organisé, alors que dans le cas, par exemple, du cancer du sein, il y a sur le territoire entre 10 et 12%, en région parisienne, un peu plus de 25% de dépistage individuel, mais qu'on n'a pas le droit de compter. C'est pas la même comptabilité. Vous voyez, il n'empêche que on voit apparaître, en complément de ce dépistage organisé qu'il faut évidemment améliorer, qu'il faut étendre, sur lesquels on travaille, par exemple, sur la place d'un dépistage éventuellement du cancer de l'estomac, sur le repérage des cancers de la prostate agressifs. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans ce champ disciplinaire, par exemple, les PSA, sa valeur prédictive positive en population, c'est 33%. Traduisez, c'est moins performant qu'une pièce de monnaie. Donc, évidemment, ben oui. Donc, évidemment, si on utilise un test comme ça en population, on va mutiler à peu près 150 hommes, définitivement, pour une vie, entre guillemets, sauvée, peut-être. Pardon, monsieur, mais le dosage du PSA non systématisé
mais répété à l'infini à tous les ans depuis de 60 ans, n'est absolument pas évalué dans notre pays. Mais bien sûr. On a financé un travail là, qui va sortir. Mais nous, on le recommande pas. Mais bien sûr. Le sujet, par contre, du dépistage du cancer de la prostate agressif, lui, mérite d'être traité. Et d'ailleurs, nous avons financé, avec la Fondation ARC et la Ligue, un programme intégré de recherche sur ce sujet, parce que, comme on dit, c'est pas parce qu'un sujet a été mal traité qu'il n'est pas important. Hein. Donc, revenir sur l'ingénierie cellulaire et immunologique extraordinaire qu'on a vue, mais revenir aussi sur le fait que toute cette biologie moléculaire ultra fine qui permettra de faire du dépistage ultra fin, il faut qu'on sache, 1, à qui, 2, combien de fois, 3, quel sens lui donner, et 4, quelle dimension éthique derrière, parce que à force de transformer le petit cochon en saucisson, on va trouver des choses dont on ne sait pas quoi faire, ou des choses dont on sait malheureusement ce qu'elles vont entraîner, mais dans 45 ou dans 50 ans, et ça mène à la question, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Donc, moi je crois qu'on a vu, et je vais m'arrêter là, on a vu, et avec quel brio, je ne parle pas de la leucémie aiguë, parce que je suis en conflit d'intérêts, pas tant, et en conflit d'amitié, pas tant. Mais on a vu tout ce que la science moderne était capable de faire. Et la question, si vous voulez, c'est revenir à Cicéron. Quid, cur, quomodo, cusque tandem. Merci.